Mes parents m'ont laissé cesser de respirer pendant 4 minutes. Parce que ma jumelle disait que je simulais. Aujourd'hui, les services de protection de l'enfance et les médecins exposent leurs années de négligence. Dans ma famille, nous avions une seule règle, j'avais besoin de la permission de ma jumelle pour obtenir des soins médicaux. Mes poumons se sont contractés, alors que je regardais Émilie répéter son discours d'anniversaire. J'ai tendu la main vers mon inhalateur sur la table basse, mais maman me l'a retiré. Émilie, est-ce que Marin en a besoin, a demandé maman. Ma jumelle a répondu, sans même lever les yeux de son téléphone. Elle l'a utilisé au déjeuner. Elle va très bien. Tu as entendu ta sœur. Maman a glissé mon inhalateur dans son sac à main. Pas de recherche d'attention aujourd'hui. C'est les 16 ans d'Émilie. Cette règle était en place depuis nos 12 ans, le jour où j'avais soi-disant simulé une pneumonie. Lors du spectacle de danse d'Émilie. Je n'avais pas fait semblant, mais Émilie a prétendu que si, et c'est donc devenu la vérité absolue. À partir de ce moment-là, chaque mal de tête, chaque fièvre, et chaque crise d'asthme devait être validé par la jumelle en or. Peut pas respirer. Le sifflement a commencé. Mon médecin décrivait ce bruit strident, comme le système d'alarme du corps. Marin, la voix de papa a résonné dans l'encadrement de la porte. Que faisons-nous, quand tu dis que tu es malade? Je connaissais le script par cœur. Demandez à Émilie en premier. Et qu'a dit Émilie? Émilie a fini par lever les yeux, agacée. J'ai dit qu'elle allait bien. Bon sang, Marin, es-tu obligé de ramener ma journée à toi? Ma poitrine s'est serrée, comme si quelqu'un était assis dessus. Chaque inspiration ressemblait au fait d'aspirer de l'air à travers un touilleur à café. S'il vous plaît, ai-je haleté. Besoin d'aller à l'hôpital. Maman. Émilie. Maman a gémi. Elle a couru réconforter Émilie, en disant, elle recommence. Fais-la arrêter. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Marin, va dans ta chambre. Si tu comptes te comporter comme ça, le recruteur de mannequins sera bientôt là. J'ai essayé de me lever, mais j'ai dû m'agripper au canapé. Mes ongles commençaient à devenir bleus. Regardez, ai-je dit en levant les mains. Émilie a ri. Elle se les est probablement peints en bleu. Tu te souviens quand elle a fait semblant de s'évanouir? Lors de mon spectacle? Ce n'était pas une farce. J'avais subi une crise d'asthme, mais Émilie a dit à tout le monde que j'étais jalouse. Alors mes parents ont refusé de quitter sa représentation. On a sonné à la porte. Les invités de la fête ont commencé à arriver. Marin, disparaît, m'a ordonné papa. Le recruteur d'Émilie arrive. Nous n'avons pas besoin de t'entendre siffler en arrière-plan. J'avais du mal à respirer. Mes poumons travaillaient à plein régime, et cela se voyait clairement à travers ma chemise. Chaque respiration était une guerre, et j'étais en train de la perdre. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin d'un hôpital. Émilie, a dit maman d'un ton affectueux, ta sœur demande à aller à l'hôpital. Qu'en penses-tu? Émilie? Elle s'est immédiatement plantée devant moi, bloquant la vue de mes parents. L'espace d'une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose briller dans ses yeux. Elle fait semblant, a crié Émilie. Elle est juste en colère que Rowan vienne. Rowan est mon ami d'enfance, qu'Émilie m'a volé, simplement parce qu'elle le pouvait. Je le savais, s'est exclamé maman. Marin, arrête ça immédiatement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à cracher du sang. La meilleure amie d'Émilie, Véronica, est intervenue et s'est figée. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez Marin? Émilie a rapidement répondu, elle fait son intéressante. Émilie, elle crache du sang. Non, pas du tout. Émilie s'est de nouveau placée devant moi. Tout est parfait. Va aider avec les décorations. Cependant, Véronica était en classe préparatoire de médecine. Elle a contourné Émilie en trombe, et m'a attrapé le poignet. Son pouce emballe. C'est une urgence médicale.
Nous ne gérons pas les urgences médicales sans la permission d'Émilie, a déclaré papa. Comme si c'était tout à fait normal. Règle de la maison. Quoi? Véronica était horrifiée. Émilie connaît Marin mieux que quiconque, a expliqué maman. Elle sait faire la différence entre les moments où Marin est vraiment malade et ceux où elle joue la comédie. Joue la comédie? Véronica composait déjà le 911. Elle fait une insuffisance respiratoire. Donnez-moi ce téléphone, a exigé papa. Monsieur Lee, avec tout le respect que je vous dois, votre fille est en train de mourir. Émilie, a demandé maman avec anxiété à ma jumelle, est-ce que Marin est en train de mourir? Émilie a marqué une pause, hésitante. Le jour de son anniversaire, l'attention s'était détournée d'elle. Une fois de plus, c'était à cause de moi. Non, a répondu Émilie fermement. Elle ne meurt pas. Elle fait le coup, à chaque fois que quelque chose d'important m'arrive. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de respirer complètement. L'immobilité a été immédiate. Marin. La voix d'Émilie s'est un peu estompée. Arrête ça. Les gens arrivent. Émilie, elle ne respire plus, s'est exclamée Véronica. Elle retient sa respiration, a dit Émilie, mais sa voix s'est brisée. Elle a vraiment à cœur de gâcher ma fête. J'ai basculé en avant depuis le canapé. L'impact contre le sol aurait dû me faire mal, mais je ne ressentais déjà plus rien. Appelez le 911. Véronica pratiquait maintenant un massage cardiaque. Mais Émilie a commencé maman. Je m'en fiche de ce qu'a dit Émilie. D'autres personnes sont arrivées. Je pouvais entendre des cris, et un chaos total. Quelqu'un s'égosillait, pour qu'on trouve mon inhalateur. C'est de la faute de Marin, a sangloté Émilie. Elle fait toujours ça. Toujours. Ta sœur est en train de mourir, a crié Véronica. Aidez-moi, a supplié papa, en essayant d'écarter Véronica. Émilie a dit qu'elle allait bien. La voix de Rowan a percé à travers l'obscurité grandissante. Monsieur Lee, que faites-vous? Elle est bleue. Elle est vraiment bleue. Le cri d'Émilie fut la dernière chose que j'entendis. Vous êtes censé être de mon côté. 3 jours plus tard, je me suis réveillé dans l'unité de soins intensifs. Le médecin a déclaré que j'avais été cliniquement morte, pendant 4 minutes. Mes parents avaient passé 4 minutes à attendre l'approbation d'Émilie, avant de me sauver. Mes parents n'osaient pas me regarder. Ils n'arrêtaient pas de répéter, en boucle, Émilie a dit que tu allais bien. Mais Véronica connaissait la vérité. Rowan la connaissait. Tous les invités à la fête la connaissaient. Et nous étions sur le point de les anéantir. Quand j'ai rouvert les yeux, l'équipement autour de mon lit continuait de biper. Selon un rythme régulier. Le médecin se tenait là, avec son porte-bloc, et une expression grave sur le visage. Il a approché une chaise de mon lit. Et a commencé à m'expliquer que mon insuffisance respiratoire avait été si sévère. Que mon cœur s'était arrêté pendant 4 longues minutes. Et ces 4 minutes sans oxygène signifiaient qu'il devait me surveiller de très près. Pour s'assurer qu'il n'y ait aucun dommage à long terme, ni à mon cerveau, ni à mes autres organes. Son stylo glissait sur les pages, pendant qu'il notait mes réponses. Il me demandait si je pouvais sentir mes doigts et mes orteils. Si je me souvenais de ma date de naissance, et si je pouvais compter à rebours à partir de 10. Le médecin a ensuite révélé quelque chose. Qui a fait se serrer ma poitrine d'une toute autre manière. L'hôpital avait déjà signalé mon cas au service de protection de l'enfance, CPS. Car de nombreux témoins de la fête avaient rapporté que mes parents avaient refusé qu'on appelle les secours. Même alors que j'étais en train de mourir. Il a précisé que quelqu'un des services sociaux viendrait me parler. Une fois que je serais plus stable. Mais il a aussi ajouté que l'hôpital était légalement obligé de signaler l'incident. Car il s'apparentait clairement à de la négligence médicale. Mes parents sont arrivés environ 1 heure plus tard. Maman a immédiatement commencé à verser de grosses larmes dramatiques. Sur la peur qu'elle avait eue. Pendant ce temps, papa n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il pensait que j'en faisais trop.
comme je le faisais souvent lors des grands événements d'Émilie. Il voulait me ramener à la maison tout de suite après, mais le médecin est intervenu. Il les a informés que j'avais besoin d'au moins une semaine d'observation supplémentaire. En raison de la gravité de mon arrêt cardiaque, et de la possibilité de séquelles. Une fois que le médecin fut parti pour examiner d'autres patients, j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Et quand l'infirmière est entrée, je lui ai parlé de cette règle en place depuis mes 12 ans, qui exigeait l'approbation d'Émilie pour le moindre soin médical, y compris l'utilisation de mon inhalateur ou les visites chez le médecin. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a attrapé son bloc-notes, et a commencé à consigner tout ce que je disais, me demandant de répéter certains passages. Tout au long de mon récit, elle secouait la tête et marmonnait qu'elle devait absolument tout inscrire dans mon dossier médical officiel. Sans attendre. Le lendemain, Véronica et Rowan sont arrivés ensemble. Ils se sont assis de chaque côté de mon lit, et ont promis de faire des déclarations officielles concernant ce qu'ils avaient vu à la fête. Véronica a sorti un carnet, dans lequel elle avait noté tous mes signes vitaux avant l'arrivée de l'ambulance, mettant ainsi à profit ses connaissances d'étudiante en médecine. Rowan, lui, m'a tendu son téléphone. Il y avait filmé une partie de ce qui s'était passé, y compris le moment où mon père empêchait physiquement Véronica d'appeler le 911. 2 jours plus tard, une femme nommée Camila Duarte, des services sociaux, est venue m'interroger. Elle a été très douce, mais aussi très minutieuse dans ses questions concernant cette règle de permission médicale, et depuis combien de temps elle était en place. Elle a pris en photo toutes les vieilles cicatrices sur mes bras, causées par des réactions allergiques non traitées, qui s'étaient infectées. Et elle a documenté chaque incident précis, où Émilie m'avait refusé des soins médicaux. Que ce soit pour une angine blanche, un doigt cassé, ou une grave intoxication alimentaire. Le lendemain matin, le docteur Elias Mercé, un pneumologue, est venu évaluer mon asthme. Il a passé plus d'1 heure à m'apprendre comment élaborer un plan d'action rigoureux. Un plan qui ne nécessiterait la permission de personne d'autre que moi pour être appliqué. Il m'a montré comment utiliser correctement mon inhalateur avec une chambre d'inhalation. Et m'a remis un appareil appelé un débitomètre de pointe. Cet outil allait me permettre de suivre ma respiration au quotidien, et de repérer les problèmes, avant même qu'ils ne deviennent dangereux. Mes parents sont revenus me voir 2 jours plus tard. Cette fois, ils ont exercé une forte pression sur moi, pour que je dise à tout le monde que j'avais exagéré les faits, et que notre famille ne méritait pas d'être ciblée ainsi par les services sociaux ou la police. J'avais caché mon téléphone sous ma couverture, et j'enregistrais tout. J'ai capté le moment où mon père s'est approché de moi, menaçant de me rendre la vie infernale. Si je ne cessais pas de coopérer à l'enquête? Et si je ne rentrais pas à la maison comme si de rien n'était? Alors que j'étais coincé dans mon lit d'hôpital, j'ai parcouru les réseaux sociaux. J'ai remarqué qu'Émilie avait publié des dizaines de photos de sa magnifique fête d'anniversaire, comme si rien ne s'était passé. Ces légendes parlaient de la plus belle soirée de tous les temps, et de son incroyable rencontre avec le recruteur de mannequins. Les commentaires étaient divisés. Il y avait ceux qui demandaient si j'allais bien, après avoir appris que j'avais été emmené d'urgence en ambulance. Et il y avait ceux qui croyaient à son histoire, affirmant que je faisais juste semblant, pour attirer l'attention le jour de sa fête. Et regarder ces photos parfaitement retouchées, tout en ayant des perfusions dans les bras et des capteurs d'oxygène au bout des doigts, m'a rendu physiquement malade. Véronica a passé des heures à l'hôpital, a rédigé une déclaration extrêmement détaillée sur tout ce qu'elle avait vu. Elle y a inclus toutes les observations médicales sur mes lèvres et mes ongles bleus, sur la façon dont ma respiration s'était complètement arrêtée, et sur le temps qu'il a fallu à mes parents pour finalement autoriser quelqu'un à appeler les secours. Elle a fait des copies de tout ce dossier. Elle en a remis une aux services sociaux, et l'autre à l'inspecteur de police chargé de l'enquête. De plus, elle a affirmé qu'elle témoignerait au tribunal si nécessaire, car elle avait assisté à une négligence criminelle qui a failli me coûter la vie. Camila est revenue dans ma chambre d'hôpital le lendemain matin. Elle portait un épais dossier,
et a tiré une chaise près de mon lit. Elle a déclaré que les services sociaux mettaient en place un plan de sécurité d'urgence. Cela signifiait que je ne pouvais pas retourner vivre avec mes parents, tant que l'enquête n'était pas terminée. Elle m'a demandé si j'avais de la famille ou des amis de confiance qui pourraient m'héberger quelque temps. J'ai pensé à mes tantes et oncles, mais ils vivaient tous trop loin, ou avaient toujours partagé la vie de mes parents, selon lequel Émilie était parfaite. Véronica m'avait envoyé des SMS toute la matinée. Quand j'ai mentionné que j'avais besoin d'un endroit où rester, elle a immédiatement appelé sa mère, qui a accepté sans l'ombre d'une hésitation. Camilla a dû effectuer des vérifications d'antécédents sur les parents de Véronica. Elle a aussi fait une visite à domicile, pour s'assurer que leur maison était un environnement sûr. Ce qui a nécessité 3 jours de paperasse et d'appels téléphoniques. La travailleuse sociale est venue inspecter la maison de Véronica, vérifiant qu'il y avait une chambre adaptée pour moi. Elle a interrogé ses parents sur leurs horaires de travail, et s'est assurée qu'ils savaient dans quoi ils s'engageaient. Une fois que tout a été approuvé, le père de Véronica est venu avec son véhicule chez mes parents, pour m'aider à emballer mes affaires. Mes parents attendaient dans l'embrasure de la porte, avec des regards furieux. Pendant ce temps, je récupérais des vêtements, des livres, et mon ordinateur portable d'école dans ma chambre. Maman me disait que tout cela n'était qu'un énorme malentendu, et que je devais simplement rentrer à la maison. Mais Camilla était là, pour s'assurer qu'il n'essaie pas de m'empêcher de partir. Papa a croisé les bras, et m'a lancé que je faisais une terrible erreur. Une erreur qui allait détruire notre famille. Moi, je continuais de remplir des cartons, et de les porter jusqu'au camion. Depuis la fenêtre de sa chambre, à l'étage, Émilie observait la scène. Je pouvais la voir taper sur son téléphone, très probablement en train de raconter à tout le monde sa propre version des faits. Une fois que nous eûmes tout chargé, nous sommes arrivés chez Véronica. Sa mère avait déjà préparé la chambre d'amis, avec des draps propres, et avait vidé une partie du placard pour mes affaires. La semaine suivante, j'ai dû rencontrer Olivia Watson, la conseillère d'orientation du lycée. Elle avait un petit bureau, décoré d'affiches motivantes, avec un bol de chocolat sur son bureau. Elle a ouvert mon emploi du temps sur son ordinateur, et a commencé à prendre des notes. Elle définissait quel professeur devait être informé de mon état de santé, et quels aménagements seraient nécessaires. Elle s'est assurée que j'avais l'autorisation de porter mon inhalateur partout, et que je pouvais quitter n'importe quel cours, en cas de difficulté respiratoire, sans même avoir à demander la permission. Elle a également fixé des délais supplémentaires pour tous les devoirs que j'avais manqués pendant mon séjour à l'hôpital. Enfin, elle a pris des dispositions pour que je puisse déjeuner dans son bureau chaque fois que la cafétéria me semblerait trop bondée. Ce soir-là, Rowan m'a envoyé un message, disant qu'il avait découvert quelque chose que je devais absolument voir. Et quand nous nous sommes retrouvés dans un café près du campus, il m'a montré des captures d'écran datant d'il y a 2 ans. Il s'agissait de conversations entre lui et Émilie. Elle s'y moquait de moi, racontant comment je l'avais supplié de me laisser consulter un médecin pour une angine, et comment elle avait refusé, juste pour voir combien de temps j'allais souffrir. Elle avait commenté: c'est tellement drôle de voir comment elle doit me demander la permission pour le moindre truc médical, accompagné d'émojis qui pleurent de rire. Rowan avait tout conservé, car même à l'époque, quelque chose lui semblait anormal. Il a transféré le tout sur l'adresse email de Camilla, pendant que nous étions attablés là. De plus, il a proposé de témoigner, si nécessaire, sur ce qu'il avait observé à la fête, et sur ses anciens messages. Le docteur Mercé m'a fixé un autre rendez-vous. Il a passé plus d'1 heure à m'apprendre comment utiliser ce débitmètre de pointe correctement, me montrant comment souffler dedans 3 fois, matin et soir, et comment noter les résultats sur un tableau spécifique. Il m'a expliqué que, pour une personne de mon âge, les valeurs normales devaient se situer entre 380 et 4 cents. Mais les miennes plafonnaient à 250, à cause des années de dommages causées par des crises non traitées. Il m'a montré les différentes zones sur le tableau,
Le vert signifiait que j'allais bien. Le jaune indiquait que je devais être prudente. Et potentiellement utiliser mon inhalateur de secours. Quant au rouge, cela signifiait que je devais me rendre à l'hôpital immédiatement. Pour la première fois en 4 ans, je pouvais enfin surveiller ce qui se passait dans mes poumons. Au lieu d'attendre qu'Émilie juge si j'étais assez malade ou non. Le même jour, quelqu'un a partagé avec moi une capture d'écran. Provenant de notre groupe de discussion du lycée. Des élèves y prenaient de mes nouvelles. Après avoir appris qu'une ambulance était intervenue à la fête d'Émilie. Émilie avait répondu, affirmant que je logeais chez des amis pour quelque temps. Parce que je cherchais à attirer l'attention. Et que tout le monde devait arrêter de propager de fausses rumeurs sur notre famille. Un groupe d'adolescents a riposté. Ils ont déclaré avoir entendu, de la bouche même des invités, que j'avais cessé de respirer. Et que j'avais failli mourir. Mais Émilie a soutenu que tout était exagéré, et que j'allais très bien. Elle a prétendu que j'avais toujours été jalouse d'elle. Et que ce n'était là qu'une énième tentative de ma part. Pour gâcher un événement qui comptait pour elle. Camilla m'a appelé quelques jours plus tard, et m'a invité au bureau des services sociaux. Là, elle m'a fait asseoir dans une petite pièce, éclairée par des néons. Et m'a expliqué comment allait se dérouler l'ensemble de l'enquête. Elle a précisé qu'ils étudiaient la possibilité de porter des accusations criminelles contre mes parents. Pour mise en danger de la vie d'un enfant et négligence médicale. Elle m'a cependant prévenu que cela pourrait prendre des mois d'entretien et d'audience judiciaire. Elle m'a demandé si j'étais prête à affronter une procédure aussi longue. Et si j'avais bien conscience que, dans l'éventualité où des accusations seraient retenues, mes parents pourraient faire face à une peine de prison, ou au moins à une mise à l'épreuve. 2 semaines après ma sortie de l'hôpital, je suis retourné en cours. En franchissant les portes d'entrée, j'avais l'impression que tout le monde me dévisageait. Et chuchotait sur ce qui s'était passé. Pendant ma 3e heure de cours, ma poitrine s'est serrée. Et j'ai commencé à entendre ce vieux sifflement familier. J'ai simplement sorti mon inhalateur, et je l'ai utilisé en plein milieu de la classe. Sans demander la permission à personne. La crise n'a duré que quelques minutes, et mon professeur n'a fait aucun commentaire. Car Olivia avait déjà informé tout le personnel de mon plan médical. Plus tard cette semaine-là, Véronica a reçu une épaisse enveloppe de l'hôpital. À l'intérieur se trouvait une copie de l'intégralité de mes documents de sortie. Y compris les notes officielles de l'infirmière. Lire tout ce jargon médical était étrange, mais aussi profondément rassurant. On y trouvait des termes comme détresse respiratoire sévère, possible négligence médicale. Et services de protection de l'enfance contactés. En raison du refus des parents de chercher un traitement. La page suivante détaillait mes 4 minutes d'arrêt cardiaque. Et expliquait comment la réanimation cardio-pulmonaire, prodiguée par Véronica, m'avait très probablement sauvé la vie, avant l'arrivée des ambulanciers. En bas de page. Le médecin traitant avait noté que mes parents avaient fait preuve d'un manque de réaction inquiétant. Face à une urgence médicale vitale. Et qu'il recommandait l'intervention immédiate des services sociaux. Puis, le vendredi après-midi, j'ai reçu un email du directeur. Il m'informait que mes parents avaient demandé une réunion. Pour discuter de ce qu'il qualifiait de malentendus et de rumeurs sur la situation de notre famille. Qui portait préjudice à Émilie au lycée. La réunion était programmée pour le jeudi suivant. L'idée même de m'asseoir dans la même pièce qu'eux, et de les écouter déformer la réalité, me donnait mal au ventre. Olivia a proposé de m'accompagner. Elle m'a dit que je n'étais pas obligé d'y aller, si je ne me sentais pas en sécurité. Mais je savais que je devais les affronter. Et leur dire leurs 4 vérités sur ce qu'ils m'avaient fait. 2 jours avant le rendez-vous, Olivia m'a convoqué dans son bureau après les cours. Et nous avons passé 3 heures à passer en revue tous les scénarios possibles. Elle a sorti un gros dossier, contenant des documents sur les droits des élèves. Et a commencé à marquer des sections avec des post-it. Elle insistait sur le fait que mes parents ne pouvaient, en aucun cas, me forcer à partir avec eux ou à signer quoi que ce soit. Elle m'a montré où m'asseoir dans la salle de conférence. Pour être le plus près possible de la porte,
et à noter des phrases à dire. S'il commençait à crier ou à me faire culpabiliser. Ses mains parcouraient rapidement les documents, soulignant des passages sur l'autonomie médicale des mineurs, dans les cas de maltraitance. Elle m'a aussi appris comment rester calme, en comptant mes respirations lorsque la situation deviendrait stressante. Elle a promis de s'asseoir juste à côté de moi, et de noter absolument tout ce qu'il dirait. Et si j'avais besoin d'une pause, il me suffirait de lui tapoter le bras 2 fois. Pour que nous quittions la pièce sur le champ. Le lendemain matin, Véronica est venue me voir avant le premier cours. Et m'a tendu une enveloppe Kraft. Elle contenait sa déclaration officielle. Je me suis assise par terre dans le couloir, et j'ai lu ces 4 pages de jargon médical, qui décrivait mon état de santé ce jour-là. Elle y avait inclus des chiffres précis sur ma fréquence cardiaque et sur les schémas respiratoires qu'elle avait observés. Elle avait décrit comment mes lèvres étaient cyanosées et comment le lit de mes ongles montrait une grave privation d'oxygène. Utilisant le vocabulaire clinique de ses cours préparatoires de médecine, pour rendre la situation encore plus accablante. Elle avait signé et daté le document en bas de page, en ajoutant une note précisant qu'elle avait déjà remis des copies à Camilla, ainsi qu'à l'inspecteur en charge de l'affaire. Le mercredi, après mon cours de chimie, je rangeais mes affaires dans mon casier, quand Émilie a surgi derrière moi, et a refermé la porte violemment. Elle m'a attrapé le poignet et me l'a tordu, exigeant que je dise à tout le monde que j'allais bien, et que toute cette situation prenait des proportions démesurées. J'ai essayé de me dégager, mais elle a enfoncé ses ongles plus profondément, laissant des égratignures rouges sur ma peau, tout en criant que je ruinais sa vie pour rien. Quand j'ai enfin réussi à libérer mon bras pour m'éloigner, elle m'a attrapé par l'épaule et m'a fait volte-face avec une telle violence, que j'ai fait tomber mes livres partout. Les autres élèves dans le couloir se sont arrêtés pour nous dévisager, pendant qu'elle hurlait que j'avais toujours été jalouse, et que ce n'était là que ma toute dernière manigance pour détourner l'attention d'elle. J'ai ramassé mes livres, sans dire un mot, et je me suis dirigé tout droit vers l'infirmerie. L'infirmière y a pris des photos des marques d'ongles sur mon bras, et a rédigé un rapport d'incident. Ce soir-là, je ne pouvais pas m'empêcher de faire défiler les réseaux sociaux, pour lire les commentaires sur la fête. Certains des jeunes présents ont raconté m'avoir vu sur le sol, en train de devenir bleu, pendant que mes parents restaient plantés là, à se disputer avec Véronica au lieu de m'aider. D'autres, principalement les amis d'Émilie, affirmaient que j'avais toujours été théâtral, et que j'avais probablement tout orchestré pour gâcher son anniversaire. Une fille de ma classe d'anglais a écrit un long message. Elle y expliquait m'avoir déjà vu faire des crises d'asthme au lycée par le passé, et soulignait qu'elles étaient absolument réelles, et non simulées, contrairement à ce qu'Émilie prétendait. Le débat dans les commentaires s'est envenimé, les gens prenant parti et publiant des captures d'écran d'anciennes publications, où Émilie se vantait de dicter mes décisions médicales. Le jeudi est arrivé. Je me suis assise dans la salle de conférence, entre Olivia et le directeur, pendant que mes parents entraient avec leur avocat. Maman a éclaté en sanglots, déclarant que j'avais toujours été une enfant difficile et prompte à l'exagération. Papa, de son côté, a insisté sur le fait qu'Émilie me comprenait mieux que quiconque. Ils ont argué que cette règle de permission n'était que leur façon à eux de m'empêcher de réclamer une assistance médicale inutile, pour de petites broutilles. J'ai attendu qu'ils terminent leur plaidoyer. Puis, calmement, j'ai expliqué comment cette règle avait commencé à mes 12 ans. Et j'ai énuméré des exemples précis, où Émilie m'avait refusé des soins médicaux. L'expression du directeur a changé, quand j'ai raconté avoir attendu 6 heures avec un doigt cassé, simplement parce qu'Émilie participait à une soirée pyjama, et n'avait pas le temps de me donner sa permission. Lorsque j'ai mentionné avoir traîné une angine pendant 2 semaines. Parce qu'Émilie m'accusait d'inventer un mensonge pour échapper à son concert de chorale. Le directeur s'est mis à prendre des notes frénétiquement. L'avocat de mes parents a tenté de m'interrompre, mais le directeur a levé la main et m'a demandé de continuer. Alors, je lui ai raconté chaque incident dont je pouvais me souvenir. Plus tard cette semaine-là,
Camilla m'a appelé pour me faire un compte-rendu de son entretien avec Émilie. Cette dernière avait passé 2 heures à soutenir, mordicus, que j'inventais des maladies depuis notre plus tendre enfance. Émilie avait présenté une chronologie détaillée, répertoriant mes soi-disant faux jours de maladie et mes supposés comportements pour attirer l'attention. Mais lorsque Camilla a demandé des détails précis, la majorité des dates avancées ne correspondaient à aucune de mes absences scolaires. Camilla a alors sorti mon dossier médical, datant de mes 12 ans. Il révélait que j'avais été hospitalisé pour une grave pneumonie, qui était restée sans traitement pendant si longtemps, qu'elle avait causé des lésions pulmonaires irréversibles. Émilie serait restée sans voix en voyant les radiographies thoraciques montrant les cicatrices, avant d'essayer de prétendre qu'elle ne se souvenait pas de cet incident. Le lundi suivant, la clinique pédiatrique a envoyé par fax au docteur Mercé mes dossiers médicaux couvrant les 15 dernières années. Il a passé toute sa pause déjeuner à les éplucher, avec un froncement de sourcils de plus en plus inquiet. Il a découvert 7 cas distincts, où je m'étais présenté avec des maladies graves, qui s'étaient développées bien au-delà de la normale, en raison de retard de traitement. Chaque événement coïncidait avec une date majeure dans l'agenda d'Émilie, comme des spectacles de danse, des concours, ou des événements sociaux. Il m'a montré ce schéma flagrant, étalé sur son bureau, avec des post-it indiquant chaque événement de ma sœur, et le retard de traitement correspondant. Dès mercredi, le docteur Mercé avait rédigé un avis médical de 5 pages. Il y démontrait comment ce schéma de refus de soins aurait pu me tuer, à plusieurs reprises, au fil des années. Il a joint des copies de mes scanners pulmonaires, qui révélaient des cicatrices causées par des infections respiratoires non soignées. Il a également fourni des analyses de sang, prouvant combien de fois j'avais dû combattre des infections graves, sans les antibiotiques adéquats. Son rapport concluait qu'aucun enfant ne pouvait falsifier les preuves physiques présentes dans mes antécédents médicaux, et que ces retards de traitement constituaient, sans l'ombre d'un doute, une négligence médicale flagrante. Ce soir-là, mon téléphone a été inondé de SMS de la part de mes 2 parents. Ils me disaient que, si je ne déclarais pas aux services sociaux que j'exagérais, ils me couperaient les vivres pour mes études universitaires, et feraient en sorte que je me retrouve à la rue à mes 18 ans. Les messages de papa devenaient de plus en plus furieux. Il m'accusait d'être ingrate, et prétendait que j'étais en train de détruire notre famille, à cause d'un drame d'adolescente. J'ai pris des captures d'écran de tout cela, et je les ai immédiatement envoyées à Camilla, ainsi qu'à Sarah Alco, l'avocate au civil avec qui Olivia m'avait mis en contact un peu plus tôt dans la semaine. Sarah s'est rendue au tribunal le lendemain matin, et a déposé une demande d'ordonnance de protection immédiate. Elle a argumenté que cette mesure serait bien plus efficace que d'attendre l'issue de poursuites pénales. Elle a expliqué que cette ordonnance interdirait légalement à mes parents d'interférer avec mes soins médicaux, ou de me contacter concernant l'enquête en cours. Et comme nous avions leur message menaçant comme preuve, il était très probable que le juge l'approuve rapidement. Ce week-end-là, je me suis assise à la table de la cuisine de Véronica, avec un bloc-notes jaune. Et j'ai commencé à consigner chaque fois où je me souvenais d'être tombé malade, et ce qui s'était passé en conséquence. Si ma mémoire était bonne, la date figurait dans la première colonne. La deuxième colonne indiquait les symptômes que j'avais ressentis. La troisième section décrivait les activités d'Émilie ce jour-là. La quatrième précisait si j'avais, oui ou non, reçu de l'aide. Après 3 heures de travail, j'avais rempli 4 pages d'une écriture minuscule. Le schéma était si évident, que j'en avais la nausée. Chaque pièce de théâtre à l'école, chaque compétition de danse, et chaque événement social majeur pour Émilie coïncidait avec une période où je ne pouvais pas obtenir de soins médicaux. Je me suis souvenu avoir eu une angine lors de sa remise de diplôme de fin de collège. J'avais dû assister à toute la cérémonie avec une fièvre de 39,5 degrés Celsius. Parce qu'elle estimait que je faisais semblant. Une fois, je m'étais cassé le poignet en tombant de vélo. Mais je n'avais pu aller aux urgences que le lendemain, car Émilie organisait une soirée pyjama. Et ne voulait pas que toute l'attention soit détournée sur moi.
Chaque incident a eu droit à sa propre ligne dans ma chronologie. À la fin, j'avais documenté 27 cas, répartis sur 4 ans. Où Émilie m'avait refusé des soins médicaux pour des blessures, ou des maladies légitimes. Mon téléphone a vibré, signalant un message vocal de Rowan. Quand je l'ai écouté, sa voix était tremblante, mais claire. Il expliquait ce qu'il avait observé lors de la fête. Il décrivait mes lèvres bleues, mes ongles qui devenaient violets, et la façon dont je haletais. Comme un poisson hors de l'eau. Mais surtout, il racontait comment mon père avait physiquement agrippé le bras de Véronica. Pour l'empêcher de composer le 911. Rowan expliquait qu'il filmait des séquences pour le montage vidéo d'anniversaire d'Émilie. Il avait capturé une partie de la scène avec son téléphone. Y compris le moment où mon père affirmait qu'il devait d'abord obtenir l'accord d'Émilie. 3 jours plus tard, j'étais assise dans une salle d'audience avec Sarah. Pour l'audience concernant l'ordonnance de protection. C'est alors que mes parents sont entrés, flanqués d'un avocat en costume gris. Qui avait l'air de coûter une fortune. Ce dernier a immédiatement commencé à plaider. Affirmant qu'il s'agissait d'une affaire familiale privée. Qui n'avait pas sa place devant un tribunal. Et que les parents ont le droit de prendre les décisions médicales pour leurs enfants mineurs. La juge, une femme âgée portant des lunettes de lecture autour du cou, l'a dévisagé. Elle lui a demandé s'il suggérait, sérieusement, qu'un enfant devrait avoir une autorité médicale sur un autre. L'avocat a tenté de justifier cela comme un choix éducatif. Mais la cour l'a interrompu, et a demandé directement à mes parents s'ils obligeaient réellement l'une de leurs filles à demander la permission à l'autre pour utiliser un inhalateur lors d'une crise d'asthme. Ma mère a commencé à expliquer comment Émilie me connaissait mieux que quiconque. Mais l'expression de la juge se durcissait à chaque mot. Après 40 minutes de débat, la juge a approuvé l'ordonnance de protection. Même si elle n'était pas aussi stricte que ce que Sarah avait demandé. J'ai obtenu la responsabilité totale de mes propres décisions médicales. N'ayant plus besoin du consentement de quiconque. De plus, mes parents ne pouvaient me voir que sous la supervision des services sociaux. Ou d'un autre adulte approuvé. La juge a déclaré qu'elle n'avait jamais entendu parler de parents déléguant des choix médicaux à un membre de la fratrie. Elle trouvait cela profondément inquiétant. Mais elle ne pouvait pas imposer une ordonnance de non-contact total. Sans preuve supplémentaire de préjudice direct. Cet après-midi-là, j'ai vérifié mon téléphone, et j'ai découvert la diatribe d'Émilie sur Instagram. Elle y expliquait à quel point j'avais ruiné tout son avenir. Le recruteur de mannequins s'était officiellement retiré. Après avoir appris ce qui s'était passé à sa fête. Elle m'accusait donc d'avoir saboté ses ambitions, avec mes caprices pour attirer l'attention. Cependant, les commentaires étaient cinglants. De nombreux élèves la critiquaient, pour m'avoir laissé au bord de la mort. J'ai d'ailleurs remarqué que plusieurs de ses amis, dont 2 filles de son équipe de danse, avaient arrêté de la suivre. Plus tard dans la semaine, Camilla est passée chez Véronica. Avec un volumineux dossier contenant le rapport préliminaire des services sociaux. Je me suis assise sur le canapé, et j'ai lu 15 pages d'entretien. Mené auprès des témoins de la fête, des spécialistes médicaux de l'hôpital. Et du personnel du lycée, qui avaient tous détecté des schémas troublants au fil du temps. Le rapport utilisait des termes tels que négligence médicale extrême et manquement à l'obligation de protection. Il soulignait également qu'aucun de mes parents ne semblait comprendre la gravité de ces actes. L'enquêteur recommandait que les services sociaux maintiennent leur implication. En imposant des cours de parentalité obligatoires, et des visites surveillées. 2 jours après, j'ai rencontré le substitut du procureur, Nolan Grave. Dans son bureau du centre-ville. Il était plus jeune que ce que j'avais imaginé, avec d'épais cheveux noirs, et semblait fatigué. Il m'a expliqué que, bien que les actes de mes parents soient clairement criminels, prouver qu'ils avaient l'intention de me tuer serait presque impossible. Selon lui, des accusations de mise en danger d'enfants avaient beaucoup plus de chances d'aboutir. Les preuves démontrant qu'il m'avait mis en péril, en me refusant des soins médicaux, étaient en effet écrasantes. Il m'a demandé de rédiger une déclaration d'impact de la victime.
tout en précisant que l'affaire prendrait très probablement des mois avant de passer dans le système judiciaire. Ce week-end-là, j'ai découvert que mes parents avaient déposé une plainte auprès des services sociaux. Ils prétendaient que la famille de Véronica m'isolait d'eux, et me montait contre ma propre famille. Cette accusation m'a fait trembler de rage. La famille de Véronica m'avait pratiquement sauvé la vie. Pendant que mes propres parents restaient les bras croisés, à me regarder périr. Quand je me suis mis à pleurer, la mère de Véronica m'a serré dans ses bras. Et m'a assuré qu'elles avaient toutes les preuves de notre côté. Sarah m'a appelé 5 jours plus tard, pour me dire que la plainte avait déjà été rejetée. Le tribunal qui l'avait évaluée a statué que les services sociaux m'avaient placé dans la famille de Véronica pour des raisons de sécurité, fondées sur des faits médicaux accablants, et non pour une quelconque manipulation ou aliénation. Le juge a en outre précisé que le dépôt de fausses plaintes pouvait entraîner des poursuites pénales pour harcèlement. La semaine suivante, je suis entré dans le bureau du docteur Mercé, avec mon débitmètre de pointe et le journal de bord que je tenais depuis un mois. J'avais consigné mes mesures 3 fois par jour, exactement comme il me l'avait appris. Et l'amélioration était évidente, noir sur blanc. Mon niveau de référence était passé de 250 à 380, et je n'avais pas fait une seule crise grave. Depuis que j'avais commencé à prendre mon inhalateur de fond tous les jours, sans demander la permission de personne. Le docteur Mercé a souri en examinant les graphiques. Il m'a dit que c'était exactement ce qu'il s'attendait à voir. Quand l'asthme était géré efficacement, plutôt qu'ignoré jusqu'à ce qu'une urgence survienne. 3 jours après ce rendez-vous, le lycée m'a convoqué au bureau principal pour l'audience disciplinaire d'Émilie. Quand je suis entré dans la salle de conférence, j'ai vu le directeur assis avec 2 autres administrateurs, derrière une grande table. Ils avaient devant eux un épais dossier ouvert, rempli de rapports dactylographiés et de témoignages d'élèves ayant vu Émilie m'agripper dans le couloir, la semaine précédente. Le directeur m'a demandé de détailler les événements. J'ai expliqué comment elle m'avait coincé après le cours de chimie et m'avait attrapé le bras assez fort pour y laisser des marques. Je leur ai montré les photos, prises par Véronica, des ecchymoses sur mon avant-bras, qui étaient encore jaunes et vertes. Ils ont pris des notes et m'ont demandé si c'était la première fois qu'elle faisait une chose pareille. Je leur ai raconté les nombreuses fois où elle m'avait suivi entre les cours, ou m'avait barré la route pour me crier dessus, depuis que je vivais chez la famille de Véronica. Le directeur adjoint a sorti d'autres documents. Il a déclaré que 3 professeurs avaient signalé avoir vu Émilie m'approcher, malgré les avertissements lui intimant de rester à distance. Ils ont affirmé prendre cela très au sérieux, en raison de la situation juridique en cours avec mes parents, et ont promis de rendre une décision dans les 2 jours. Ce soir-là, vers 23h, mon téléphone a sonné pour m'avertir d'un message vocal provenant du numéro d'Émilie. J'ai failli le supprimer sans l'écouter, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur lecture. Sa voix était tremblante, et elle pleurait. Elle expliquait qu'elle savait très bien que j'étais malade lors de la fête, mais qu'elle ne pouvait tout simplement pas laisser cela gâcher son grand moment avec le recruteur de mannequins. Elle n'arrêtait pas de répéter à quel point elle s'était inquiétée, en me voyant devenir bleue. Elle avait alors désespérément besoin que ce soit une ruse de ma part, pour ne pas se sentir coupable, de vouloir que sa fête soit parfaite. Elle disait qu'elle n'avait jamais voulu ma mort, mais qu'elle ne pouvait pas admettre son erreur devant tout le monde. Mes mains tremblaient, alors qu'elle avouait avoir su que je mourrais, tout en choisissant de mentir à ce sujet. J'ai instantanément sauvegardé le message dans 3 emplacements distincts, sur mon téléphone et sur mon ordinateur portable. En quelques minutes, j'en ai envoyé des copies à Sarah, Camilla et Nolan. Car cet aveu changeait absolument tout. Émilie venait tout juste d'admettre qu'elle m'avait volontairement refusé une assistance médicale pendant une urgence qui avait failli me tuer. Le lendemain matin, le docteur Mercé a appelé pour me dire qu'il avait terminé de rédiger sa lettre officielle pour l'affaire pénale. Il m'en a lu des extraits au téléphone. Il y décrivait comment le fait de refuser un traitement contre l'asthme, lors d'une crise sévère,
constituait une négligence médicale pouvant entraîner la mort. Il a utilisé une terminologie médicale très pointue, comme insuffisance respiratoire et arrêt cardiaque, pour faire transparaître toute l'horreur de ce qui s'était passé. Il a précisé qu'il en avait déjà envoyé des copies à Nolan, et qu'il témoignerait en tant qu'expert, si nécessaire. 2 jours plus tard, Nolan m'a appelé, alors que je faisais mes devoirs à la table de la cuisine de Véronica. Il m'a annoncé qu'ils avaient évalué l'ensemble des preuves, y compris le message vocal d'Emily, et qu'ils allaient de l'avant avec des accusations de délit de mise en danger d'enfant, à l'encontre de mes parents. Il a expliqué que des accusations criminelles plus lourdes étaient peu probables, car prouver l'intention de tuer était trop difficile, mais que ces délits comportaient tout de même de graves conséquences. Il a précisé que mes parents devraient comparaître au tribunal et risquaient jusqu'à 1 an de prison, ce qui était inhabituel pour des délinquants primaires. Il m'a demandé si j'étais à l'aise avec ce niveau de responsabilité pénale. J'ai accepté, car c'était toujours mieux que rien. La semaine suivante, j'ai dû assister à une réunion de synthèse des services sociaux, dans leur bureau du centre-ville. Camilla était présente avec 2 de ses superviseurs, et ils ont discuté des prochaines étapes de mon dossier. Ils ont recommandé une thérapie familiale, avec une supervision continue. Une fois l'affaire pénale résolue, je leur ai dit que je ne me sentais pas en sécurité à l'idée d'entamer une thérapie avec des personnes qui estimaient n'avoir commis aucune faute. J'ai souligné que mes parents croyaient fermement n'avoir fait que suivre les règles de la maison, et ne voyaient toujours pas le problème. Les superviseurs se sont regardés et ont accepté de reporter la thérapie après la clôture de l'affaire pénale. Ils ont affirmé que ma sécurité passait avant tout, et qu'imposer une thérapie, avant même que mes parents n'aient assumé leurs responsabilités, pourrait être plus nocif que bénéfique. Plus tard dans la semaine, Olivia m'a convoqué dans son bureau du lycée, pour discuter de ce qu'elle appelait un plan d'aménagement. Des documents étaient étalés sur son bureau, tous destinés à garantir que j'ai toujours accès à mes médicaments au lycée. Nous avons acté noir sur blanc que, si je rencontrais des problèmes respiratoires, je pourrais quitter n'importe quel cours, sans la moindre permission. Elle a également précisé que je pouvais garder mon inhalateur sur moi à tout moment, et l'utiliser dès que j'en ressentais le besoin, sans jamais avoir à demander à quiconque au préalable. Elle a veillé à ce qu'aucun professeur ne puisse contester, ni refuser ces aménagements, sous aucun prétexte. Elle a fait des copies pour l'infirmière, et pour l'ensemble de mes professeurs. Puis m'a remis une carte qui résumait mes droits. Rowan m'a envoyé un message ce week-end-là, pour me demander si nous pouvions discuter de l'audience pénale. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du lycée, et nous nous sommes installés à une table d'angle. Il a déclaré qu'il voulait témoigner sur ce qu'il avait vu à la fête, mais qu'il n'était pas sûr que je veuille qu'il soit impliqué. Nous avons eu une conversation un peu gênante, sur la façon dont Emily l'avait, lui aussi, induit en erreur, en m'accusant à tort d'être jalouse et dramatique. Il m'a montré des messages où elle l'avait convaincu que je simulais des maladies pour attirer l'attention, et ce, depuis des années. Nous avons convenu qu'il devait se concentrer uniquement sur les faits qu'il avait observés lors de la fête, comme mes lèvres bleues, et le moment où mon père a tenté d'empêcher Véronica d'appeler les secours. La conversation était étrange, mais nécessaire. Et nous savions tous les deux que son témoignage serait crucial pour l'affaire. Quelques jours avant l'audience, j'ai rencontré Camilla et Sarah dans le bureau de cette dernière. Je les ai informés que j'avais l'intention de témoigner lors de l'audience pénale, mais pas en tant que victime. Je voulais m'exprimer comme quelqu'un qui se contente de relater la stricte vérité sur ce qu'elle a subi. Elles m'ont aidé à préparer mon discours, sans me faire sentir faible ou brisé. Camilla m'a encouragé à m'en tenir aux faits, tandis que Sarah m'a montré comment garder mon sang-froid si l'avocat de la défense essayait de me déstabiliser. Nous avons répété ma déclaration, jusqu'à ce que je sois capable de la prononcer sans fondre en larmes. La semaine suivante, pendant le cours d'éducation physique, j'ai ressenti une tension similaire dans ma poitrine.
Au lieu de paniquer, j'ai immédiatement sorti mon inhalateur et mon débitmètre de pointe. J'ai soufflé dedans, et j'ai constaté que mes chiffres baissaient. Bien qu'ils ne soient pas encore à un niveau critique. J'ai dit à la professeure que je devais m'asseoir et vérifier ma respiration. J'ai réutilisé mon inhalateur 5 minutes plus tard. Et j'ai vérifié mon débit de pointe à intervalles réguliers. En moins de 15 minutes, mes chiffres étaient revenus à la normale, et l'oppression avait disparu. La professeure de sport a observé tout l'incident. Et a déclaré que j'avais géré la situation à la perfection. Elle m'a félicité pour mon calme et ma préparation. En remettant mon inhalateur dans ma poche, j'ai réalisé que je n'étais plus terrifié. J'avais enfin repris le contrôle de mon propre corps et de ma santé. 3 jours plus tard, alors que je marchais vers ma voiture après les cours, j'ai remarqué le SUV de mes parents, garé juste à côté de la Honda de Véronica. Mon estomac s'est noué quand ils sont sortis et ont commencé à s'avancer vers moi. Malgré l'ordonnance de protection, qui stipulait qu'ils ne devaient pas s'approcher à moins de 50 mètres. J'ai sorti mon téléphone. Et j'ai appelé la ligne d'assistance d'urgence que Sarah avait enregistrée pour moi. En leur indiquant exactement où je me trouvais. À mesure que mes parents approchaient, maman pleurait. Papa, quant à lui, ne cessait de répéter qu'il voulait juste me parler pendant 5 minutes. Mais je suis resté au téléphone, et je me suis éloigné du portail du lycée. En moins de 4 minutes, 2 agents de sécurité ont accouru. Et se sont interposés entre mes parents et moi. L'un d'eux filmant toute la scène avec son téléphone. Papa a essayé d'expliquer qu'ils étaient mes parents, et qu'ils avaient le droit de me voir. Mais le garde de sécurité l'a informé de l'ordonnance de protection, enregistrée au lycée. Il devait partir, sous peine d'être poursuivi par la police du campus. Pour violation de domicile et infraction à une ordonnance judiciaire. Le lendemain matin, Émilie m'a retrouvé à mon casier. Elle s'est mise à hurler, m'accusant d'avoir ruiné toute sa vie. Et de lui avoir coûté le contrat de mannequinat, pour lequel elle travaillait depuis le collège. Les autres élèves se sont arrêtés pour regarder la scène. Elle criait que j'étais jalouse. Et que mon but était de détruire tout ce qu'il y avait de beau dans sa vie. Comme je l'avais toujours fait. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement levé mon téléphone, pour la filmer alors qu'elle s'égosillait. Se plaignant que tout le monde au lycée la prenait pour un monstre. Quand elle est enfin partie en trombe, je suis allé directement dans le bureau du directeur. Et je lui ai montré la vidéo, lui expliquant qu'Olivia m'avait conseillé de tout filmer. Il a déclaré que c'était le 3e rapport d'incident concernant Émilie cette semaine. Et a programmé une audience disciplinaire d'urgence pour l'après-midi même. L'audience a duré 2 heures. Durant ce temps, le directeur adjoint et 3 professeurs ont examiné tous les incidents documentés, ainsi que les témoignages d'élèves ayant vu Émilie me coincer à plusieurs reprises. Ils ont décidé de la suspendre de toutes ses activités extrascolaires, y compris le conseil des élèves et le club de débat. Ils ont également émis une injonction officielle de non-contact, stipulant qu'elle ne pouvait m'approcher nulle part, dans l'enceinte du lycée. Si elle violait cette règle, ne serait-ce qu'une fois, elle serait suspendue. Et potentiellement renvoyée. Cela signifiait que j'avais enfin un endroit, où je pouvais me sentir à l'abri d'elle. Ce week-end-là, Nolan m'a appelé. Il m'a annoncé qu'il avait officiellement déposé les chefs d'accusation pour mise en danger d'enfants contre mes parents, et que je devais rédiger une déclaration d'impact pour le tribunal. J'ai rejoint Sarah à son bureau du centre-ville. Nous y avons passé 3 heures à écrire et réécrire ma déclaration. Jusqu'à ce qu'elle soit purement factuelle, et dénuée de toute émotion excessive. Nous avons répété ma lecture à voix haute d'innombrables fois. Sarah me donnait le rythme, et m'aidait à ralentir, quand je commençais à précipiter les passages les plus difficiles. Elle m'a conseillé de faire des pauses, de respirer entre chaque section, et de regarder le juge. Plutôt que de rester fixé sur ma feuille. 2 semaines plus tard, nous nous sommes tous rendus au tribunal. Pour la comparution où mes parents devaient plaider. Ils se tenaient à la table des accusés avec leur avocat. Pendant que l'accusation lisait les charges, avoir volontairement refusé des soins médicaux.
à un enfant placé sous leur responsabilité. Quand le juge leur a demandé comment ils plaidaient, ils ont tous deux répondu au non coupable. D'une voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Émilie était assise dans le public, derrière eux. Elle était pâle, et paraissait plus jeune que ses 16 ans. Ses cheveux étaient tirés en arrière, en une simple queue de cheval. Loin de ses belles boucles habituelles. Elle n'arrêtait pas de me fixer. C'était comme si elle me voyait, pour la première fois, comme une vraie personne. Et non plus comme la jumelle censée rester éternellement dans son ombre. Le juge a fixé la date du procès à 6 semaines plus tard. Et a rappelé à mes parents qu'ils ne pouvaient toujours me contacter que par l'intermédiaire de leurs avocats. Un mois plus tard, je me tenais à la barre du tribunal, en train de lire ma déclaration. Mes mains tremblaient tellement, que je devais m'agripper au bord du pupitre pour rester immobile. J'ai décrit la règle de permission en termes simples. J'ai raconté comment tout avait commencé, à mes 12 ans. Lorsqu'Émilie avait décrété que j'avais fait semblant d'être malade à son spectacle. J'ai détaillé le jour de la fête, lisant mes notes sur mon incapacité à respirer. Et sur le refus de mes parents de m'aider, alors même que je devenais bleu. Ma voix s'est brisée. Quand je suis arrivé au passage où j'ai été cliniquement morte pendant 4 minutes. Mais j'ai continué. Je prenais de l'assurance à chaque mot, jusqu'à être capable de dire, haut et clair, ce qu'il m'avait fait. À l'exception de mon discours, et des pleurs étouffés de maman à la table des accusés. Le tribunal était plongé dans un silence de mort. Après 3 jours de témoignages, de la part de Véronica, Rohan, d'autres invités de la fête. Ainsi que la présentation par le docteur Mercé de mes poumons cicatrisés par des années de maladies non soignées. L'avocat de mes parents a demandé une réunion avec le procureur. Ils ont négocié un accord de plaidoyer. Mes parents plaideraient coupables pour une infraction pénale moindre. En échange de 18 mois de cours de parentalité obligatoire, et d'un contrôle de conformité. Au lieu d'une peine de prison probable. Ce n'était pas la punition la plus sévère, mais cela les obligeait à plaider coupables. Cela resterait indéfiniment sur leur casier judiciaire. Ce qui nuirait à toutes leurs futures demandes d'emploi ou de logement. Le juge a approuvé l'accord, mais y a ajouté un élément crucial. Il a élargi mon ordonnance de protection, pour spécifier explicitement, en termes juridiques, qu'Émilie n'aurait plus aucune autorité sur mes décisions médicales, et ce de manière définitive. L'injonction stipulait que ma santé, et mes soins médicaux, étaient ma seule responsabilité et mon droit absolu. Toute tentative de la part des membres de ma famille de s'en mêler serait considérée comme une violation. 2 semaines après la fin du procès, Camilla est venue chez Véronica pour notre dernière réunion intensive. Elle nous a informé que les services sociaux clôturaient la phase d'enquête active. Ils étaient satisfaits de voir que j'étais en sécurité. Et que je m'épanouissais au sein de la famille de Véronica. Cependant, ils effectueraient des contrôles périodiques, tout au long de l'année suivante. Et avaient prévu des recommandations de thérapie, au cas où je le demanderais. Elle m'a remis un dossier, contenant tous les éléments de l'affaire. Ainsi que son numéro de téléphone direct, au cas où j'aurais de nouveaux besoins d'aide un jour. Ce soir-là, pendant le dîner, les parents de Véronica m'ont informé que la période de placement d'urgence était terminée. Mais ils voulaient que je sache, que je pouvais rester pour le reste de l'année scolaire. Et même jusqu'à la remise des diplômes si je le souhaitais. La mère de Véronica m'a pris la main. Elle m'a dit que j'étais devenue comme une deuxième fille pour eux. Et qu'ils ne pouvaient pas imaginer me voir partir maintenant. J'ai répondu oui tout de suite. Car, même si nous n'étions pas liés par le sang, il m'avait témoigné plus d'amour familial véritable en 3 mois, que ma propre famille en 16 ans. 3 mois ont filé plus vite que je ne l'aurais cru. Je me suis retrouvée assise dans le bureau du docteur Mercé, pour une consultation de suivi. Je le regardais afficher mes résultats d'examen sur l'écran de son ordinateur. Il a pointé du doigt les chiffres, montrant que ma capacité pulmonaire était passée de 60% à près de 90%. Simplement en prenant mes médicaments comme prescrit. Les courbes ascendantes des graphiques ressemblaient aux pentes d'une montagne. Il me les a imprimées pour que je les garde.
tout en m'expliquant comment un traitement régulier avait inversé la majeure partie des dommages causés par des années de crise non traitées. Il a rédigé des ordonnances pour tout ce dont j'avais besoin pour 3 mois. Et s'est assuré que j'avais des inhalateurs de secours à la maison, au lycée et dans la voiture de Véronica. Il m'a également fourni des chambres d'inhalation supplémentaires et m'a montré la routine de nettoyage indispensable pour prévenir les infections. Le jour suivant, Olivia m'a convoqué dans son bureau du lycée. Des boîtes de dossiers et une étiqueteuse étaient étalées sur son bureau, prête à m'aider à organiser tout le nécessaire. Nous avons passé 2 heures à créer ce qu'elle appelait mon dossier de sécurité. Il comprenait des sections pour les données médicales, les documents légaux et les contacts d'urgence. Il y avait des intercalaires pour tout, des cartes d'assurance aux recommandations de thérapie. Elle a photocopié mon ordonnance de protection en 3 exemplaires, pour que je puisse en garder des copies dans différents endroits. Ensuite, elle m'a aidé à tout numériser sur une clé USB, en guise de sauvegarde. Pendant ce temps, nous parlions de mes candidatures pour l'université et de la manière dont de nombreux survivants utilisaient leurs expériences dans leurs lettres de motivation. Nous avons cherché des bourses d'études, destinées aux situations de difficultés médicales. Elle m'a remis des brochures pour des universités dotées d'excellents systèmes de soutien pour les étudiants atteints de maladies chroniques. Elle a particulièrement mis en avant celles offrant de solides programmes préparatoires en médecine, car j'y avais beaucoup réfléchi dernièrement. Rowan m'a envoyé un message ce week-end-là pour me demander si je voulais aller déjeuner dans un fast-food près du lycée. Juste nous deux. Aucune mention d'Emily, du procès, ou de quoi que ce soit de sérieux. Nous nous sommes assis dans une banquette, mangeant des hamburgers et parlant de choses banales, comme sa saison de football et mon projet de science. Il était évident que nous n'allions pas parler de ma sœur, ou de ce qui s'était passé à la fête. Ce n'était pas la même connexion fluide que lorsque nous étions enfants, et que nous construisions des cabanes dans mon jardin, mais c'était authentique et honnête. Il s'est assuré que j'avais bien mon inhalateur avant de partir quelque part. Et j'ai apprécié qu'il se soucie assez de moi pour me le demander. Pendant le cours de chimie, mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'Emily. Elle disait reconnaître avoir commis des erreurs, et avoir peut-être mal géré la situation. Mais elle ne s'est pas excusée, et n'a pas admis avoir failli me tuer. J'ai fixé le message pendant un long moment, le doigt suspendu au-dessus du bouton de réponse. Mais ensuite, je l'ai supprimé sans répondre. Préserver ma paix intérieure était bien plus important que d'avoir le dernier mot, ou d'essayer de lui faire comprendre la gravité de ses actes. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine de Véronica, avec un carnet. J'ai rédigé une déclaration personnelle pour mon dossier de sécurité. J'y soulignais, avec mes propres mots, que toutes les décisions médicales me revenaient exclusivement. J'ai détaillé chaque document juridique qui appuyait ce fait, de l'ordonnance de protection aux conclusions des services sociaux, en passant par l'issue de l'affaire pénale. Mettre mon autonomie médicale par écrit, pour que personne ne puisse plus jamais la remettre en question, m'a donné un profond sentiment de force. La déclaration faisait 3 pages, et j'en ai préparé 5 copies, une dans mon sac à dos, une dans mon casier, une dans le dossier de sécurité, une au cabinet médical, et une dernière confiée à Olivia, pour m'assurer de n'être jamais sans une preuve écrite de mes droits. En regardant en arrière, 3 mois après ma mort de 4 minutes, je possédais une protection juridique qui tenait ma famille à distance. J'avais un logement stable, avec des personnes qui tenaient sincèrement à moi. Je recevais des soins médicaux adéquats, prodigués par des médecins à l'écoute. Et j'avais des amis, qui plaçaient ma sécurité bien au-dessus des sentiments de quiconque. Le traumatisme n'était pas totalement effacé, et il était peu probable qu'il le soit un jour. Mais je n'étais plus piégé dans une maison où ma jumelle décidait, selon son humeur, si je devais vivre ou mourir. La mère de Véronica a frappé à ma porte le samedi matin, m'annonçant que nous allions faire des courses pour acheter du matériel médical qui m'appartiendrait exclusivement. Rien ne serait partagé, emprunté, ou rangé dans un endroit introuvable.
Nous avons fait 3 magasins différents. Et avons trouvé le débitmètre de pointe idéal dans ma couleur préférée, le violet. Nous avons aussi acheté un kit complet avec des inhalateurs de rechange, des chambres d'inhalation, des masques de nébulisation, ainsi qu'une boîte sécurisée pour tout ranger. Ainsi, je n'aurai plus jamais à mendier la permission de respirer. Elle m'a aidé à installer une station médicale dans ma chambre, étiquetant et organisant chaque chose. Elle a même acheté un petit réfrigérateur, pour mes médicaments liquides, en soulignant à maintes reprises que ces objets étaient à moi, et que je ne devrais jamais avoir à les demander. Nous avons reçu un bracelet d'alerte médicale, gravé avec mes pathologies et mes contacts d'urgence, ainsi qu'une carte de poche contenant mon plan d'action. Ce plan ne nécessitait l'approbation de personne, seul mon propre jugement, concernant mon corps, importait. La liberté de posséder mon propre matériel médical, me semblait plus importante que tout le reste. C'était comme si je pouvais enfin avoir la certitude d'avoir toujours ce dont j'avais besoin pour rester en vie, sans dépendre de l'accord de quelqu'un d'autre. Mon asthme était sous contrôle, pour la première fois depuis l'école primaire. Je me sentais à l'aise avec la famille de Véronica, qui me traitait comme une véritable fille. J'avais même commencé à travailler sur mes candidatures universitaires. J'écrivais des essais sur ma façon de surmonter la négligence médicale. Et je trouvais enfin ma propre voie. Il s'avère que, lorsque vous pouvez respirer librement, sans la main de quelqu'un autour de votre gorge à la fois littéralement pour l'air, et métaphoriquement pour le contrôle où tout devient possible, y compris des rêves que je ne m'étais jamais autorisé à avoir auparavant. Ce voyage tout entier a eu un impact profond sur moi. Et je vous suis reconnaissante de m'avoir permis de le partager avec vous.